Si je vous dis que je ne suis plus un prof normal depuis 5 ans et que ma classe est vraiment devenue bizarre, ça vous intrigue? Et si j'ajoute que ce qui s'y passe entre les murs intéresse au plus haut point les entreprises, qui m'appellent, me contactent et m'envoient des mails presque tous les jours à ce sujet, alors là, vous m'aurez envie de savoir. Bienvenue dans la classe renversée. Une classe où les étudiants font tout et le prof rien. On ne leur donne aucun document, juste les titres des chapitres. Charge à eux de tout faire. Charge à eux d'écrire les chapitres, de rechercher l'information sur Internet, de la trier avec discernement, d'écrire ces chapitres, de les illustrer, de trouver des films, de les annoter. Charge à eux de préparer les interrogations, les barèmes, de distribuer des copies, de remplir des copies, de ramasser des copies, de corriger des copies, de rendre les notes. Le do-it-yourself. Faites tout par vous-même. Le rêve. Cette classe existe depuis 5 ans. Elle est expérimentale. Elle est complètement transformée. Quand vous y entrez, ça ne ressemble à rien. Ou plutôt à une petite entreprise, une start-up. Une entreprise qui fabriquerait de la connaissance. Les étudiants arrivent à 8 h du matin, les séances durent 2 à 3 heures, il n'y a aucune pause. Ils peuvent rentrer, sortir comme ils le désirent, s'organiser comme ils le souhaitent. Dans chaque équipe, les étudiants qui n'ont aucun document doivent travailler avec leurs propres outils, informatique, tablette, téléphone, numérique et même des livres en papier. Ils cherchent de l'information, ils doivent la référencer, ce que n'aiment pas les bons élèves d'ailleurs. Ils doivent aussi la publier sur une plateforme collaborative et discuter ensemble avec le professeur sur ce qu'ils produisent. Dans chaque équipe, composée de 6 à 7 étudiants, on a différencié différents niveaux, des bons élèves, des moyens et des élèves plutôt doués en génétique, selon le cas, de manière à bien les mixer, que chaque équipe avance à la même vitesse. Il y a une véritable organisation entre eux, chacun prend ses responsabilités, responsable des textes, de l'iconographie, contrôle, publication sur la plateforme, et même discussion avec l'enseignant qui n'a plus rien à faire. Chaque jour, ainsi, ces petites business units fabriquent le contenu du cours, puisqu'ils n'ont plus de livres. Les séances commencent toujours par des exercices au nom bizarre. QCM intelligent, interrogation inversée, karaoké, ping-pong, battle, tricherie obligatoire. Et tableau tournant, les tableaux tournants. Une méthode expérimentée par ces étudiants particulièrement efficace. Elle remplace le cours magistral, finalement, sur un temps de 15 minutes. Avant, pour leur expliquer un fondamental, je leur disais, voilà, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose de vraiment très important. Vous êtes presque sûr de l'avoir à l'examen, écoutez-moi bien. Et au bout d'un quart d'heure de mon explication, tout le monde avait oublié, ou presque, ce que j'avais expliqué. Alors que là, je leur pose une question, et ils travaillent sur des tableaux, ils commencent à réfléchir, à produire leurs réponses, et toutes les 3 minutes, il y a une rotation qui fait que chaque groupe continue le travail sur un schéma commencé par un précédent. Ce qui fait qu'au bout de 10 minutes, j'obtiens 6 à 7 tableaux différents, co-construits, co-écrits, et nous n'avons plus que quelques minutes à passer pour vérifier ce qui est produit par les étudiants ensemble. Et puis, dans cette classe renversée, nous appliquons la devise bien connue de tous et de toutes. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Alors, chers étudiants, devenez les professeurs. J'ai donc 40 professeurs dans ma classe et il n'y a plus qu'un seul élève. Finalement, testez ce que vous produisez sur le meilleur élève de la classe. Le rêve pour un enseignant. 100% de la promo constituée du meilleur élève en génétique, moi-même. Les étudiants construisent le cours, ils le dispensent, ils font leurs explications au tableau et moi, je pose des questions. Finalement, aujourd'hui, depuis 5 ans, dans ma classe, il n'y en a plus qu'un seul qui rentre chez lui avec des devoirs à la maison, c'est moi. Plus de copies à corriger, juste des exercices à préparer, au cas où je me ferais interroger le lendemain matin. Et notez, les étudiants organisent l'examen, préparent les questions, montent les barèmes. Si vous leur posez la question « Est-ce difficile d'interroger un prof ?» Ils vous disent « Oui, il faut connaître le cours ». Et pour connaître le cours, il faut savoir construire des barèmes. Et lorsque le prof vous répond, il faut être capable de le corriger. Donc, une très bonne méthode. En vous racontant tout cela, il me revient en tête 2 anecdotes. 2 anecdotes particulières qui permettent de comprendre pourquoi les entreprises, finalement, les managers, les directeurs, sont intéressés par ces innovations pédagogiques.
La première anecdote est celle de la bactérie à 2 chromosomes. Je me souviens très bien, c'était un mercredi matin. J'écoutais l'un d'entre eux avec son ami m'expliquer au tableau le fonctionnement d'une bactérie. Elle était magnifique, bien dessinée, et tout ce qu'il expliquait était particulièrement juste, presque aucune erreur. Une seule chose me perturbait. Il y avait dans sa bactérie 2 chromosomes circulaires. Or, tout le monde le sait, vous comme moi, il n'y a qu'un seul chromosome dans une bactérie. Après tout, je suis l'expert. Donc, je le laisse finir son explication et je lui dis « J'ai une question. Pourquoi il y a 2 chromosomes dans ta bactérie ?» Il me répond « C'est comme ça. » Il n'y a pas d'explication. Alors, j'essaye de l'aider, tout en essayant de lui faire comprendre qu'il avait fait une erreur, et je lui dis « Ah, je crois que je sais pourquoi. Cette bactérie, en fait, qui n'a qu'un seul chromosome, est en train de se diviser. Et pour se diviser, elle doit dupliquer son chromosome en 2. Et lorsqu'elle aura 2 chromosomes, elle pourra donner 2 bactéries. Donc, j'ai compris. » Et lui de me répondre « Mais pas du tout, regardez bien. Il y a un grand et un petit chromosome, donc ce n'est pas possible. » Élémentaire, mon cher professeur. Alors là, je ne sais plus quoi lui dire, et tout d'un coup, sa collègue, avec l'ordinateur en main, me dit « Monsieur le professeur, sachez que, publication à l'appui, que récemment, au Texas, dans l'université de Houston, une équipe de chercheurs américains a montré que chez 32 souches de l'espèce Rhodobacter spheroides, on avait 2 chromosomes, un grand et un petit. » 2 jours plus tard, dans mon amphi de médecine, devant mes 500 étudiants, qui prennent des notes mot à mot pour préparer le concours, je leur dis d'un ton assuré « Vous savez tous que les bactéries n'ont qu'un seul chromosome. Eh bien, sachez, et peu de gens le savent, qu'une équipe américaine, récemment, au Texas, dans l'université de Houston, a montré que chez 32 souches de Rhodobacter spheroides, il y avait 2 chromosomes, un grand et un petit. » Là, au premier rang, j'entends un étudiant qui dit à son collègue « Waouh, le prof, quelle culture !» Et son camarade de classe lui répondant « C'est normal, c'est un chercheur. » La deuxième anecdote est celle de l'étudiant qui pensait ne rien savoir. Je me souviens aussi très bien. C'était la première séance. Je venais d'expliquer le principe de la méthode. Et là, un étudiant vient vers moi et me dit « Vous savez, monsieur, votre méthode de classe renversée me paraît vraiment intéressante, mais pour moi et mes 5 camarades, ça va être très compliqué. Ça fait 2 à 3 ans que nous n'avons plus fait de biologie. Alors, un chapitre ou un programme qui parle de réplication, transcription, régulation, mutation, ça va être quasiment mission impossible. 2 mois plus tard, alors que j'avais réparti ces 5 étudiants dans 5 équipes différentes, je vois mon étudiant au tableau, devant un schéma presque aussi grand que lui, donner des tas d'explications à certains de ses collègues. Je m'approche de lui, le regarde, il se retourne et me dit « Qu'y a-t-il ? » ?»« Non, non, rien. Que fais-tu ? » ?»« Vous le voyez bien. J'explique la régulation de l'opéron lactose chez une bactérie en manque de glucose. Et comme vous pouvez le remarquer sur ce schéma, le fait qu'il n'y ait pas de glucose permet au répresseur lactose d'être inhibé, donc de ne pas se fixer sur l'opérateur près du promoteur, et de permettre la synthèse de la bêta-galactosidase, enzyme nécessaire à la digestion du lactose pour produire du glucose. Élémentaire, mon cher professeur. Alors là, je le regarde, étonné. Il remarque mon étonnement et me dit « Pourquoi c'est faux? Il y a des erreurs ?» Non, non, presque tout est bon, mais ce n'est pas toi qui me disais, il y a peu de temps, que tu ne savais pas ce qu'était une molécule d'ADN. Et là, tu es en train de m'expliquer la régulation d'un gène de bactérie. Et lui de me répondre « Mais monsieur, je ne sais toujours pas ce qu'est une molécule d'ADN. » Mais par contre, ce mécanisme, c'est top, génial, j'ai vraiment envie de le savoir maintenant. Ces 2 anecdotes, parmi tant d'autres, montrent que l'innovation pédagogique peut intéresser aussi au-delà de la classe, que les entreprises se posent des questions quant à ces méthodes de classe inversée, classe renversée, travail coélaboratif. L'anecdote de la bactérie à 2 chromosomes montre que l'on peut toujours apprendre des autres, même des non-experts, qu'il faut savoir dire à ses étudiants parfois « je ne sais pas ». Les écouter, travailler ensemble. Il faut leur faire confiance. C'est une question de confiance. Confiance dans les étudiants, que les étudiants aient confiance en leurs professeurs, mais aussi que les étudiants aient confiance entre eux pour travailler de manière collective. J'ai dit tout à l'heure que la meilleure façon d'apprendre, c'était d'enseigner. Je pense aujourd'hui que la meilleure façon d'enseigner, c'est aussi d'apprendre.
essayer d'apprendre des autres, de changer un peu de posture. L'anecdote de l'étudiant qui pensait ne rien savoir nous montre que chacun peut apprendre à sa vitesse et travailler en complémentarité avec les autres. Faire du coworking, du travail collaboratif. Après tout, ce qui compte, c'est le résultat collectif de l'équipe et pas forcément le résultat individuel. Il faut savoir accepter de perdre du temps. Perdre du temps, parfois, c'est en gagner. Je repense à ces étudiants et je me dis, si le premier jour, je lui avais dit « Ne t'en fais pas, je vais te remettre à niveau », et après 10 à 12 heures de cours de biologie moléculaire, tu seras capable de comprendre ce que font les autres, peut-être que je l'aurais écœuré. Or là, il a eu envie d'aller plus loin dans l'acquisition de ses connaissances. Alors, une salle de classe avec 40 professeurs et un seul élève. Est-ce raisonnable? Audacieux? Je ne sais pas. Innovant, tout au moins. Innovant si l'on accepte de prendre des risques, de sortir de sa position de confort, entre guillemets, d'accepter d'aller vers les étudiants, de travailler avec eux de manière différente et de produire finalement de la connaissance, de la partager d'une autre manière, qui ne remplace pas les cours académiques, mais qui est complémentaire. Travailler de manière différente, être innovant en pédagogie. La pédagogie. Intéressant d'ailleurs de savoir que dans l'Antiquité, le pédagogue n'était pas un prof. Pédagogie, marcher à côté de l'enfant. Le pédagogue, dans l'Antiquité, était un esclave, sans connaissance particulière, qui accompagnait l'enfant du maître à l'école, où il apprenait ses leçons du maître, l'autre. Puis le pédagogue ramenait l'enfant à la maison, peut-être lui portant son cartable de l'époque, peut-être le protégeant sur le chemin, peut-être l'aidant à faire ses devoirs. La pédagogie, c'est de l'accompagnement, pas étonnant que ça intéresse aussi les entreprises, les ressources humaines, et pas uniquement le monde de l'école. Alors oubliez un peu cette histoire de classe inversée, renversée, et pensez à l'entreprise, à l'institution, à l'association peut-être dans laquelle vous travaillez. Est-elle audacieuse? Ose-t-elle prendre des risques? Quand je parle de l'école, pensez-vous à l'entreprise? Quand je parle du professeur, de l'expert, pensez-vous au directeur, au manager? Et quand je parle de l'élève, de l'étudiant, pensez-vous aux collègues de travail, aux clients, aux fournisseurs? La pédagogie, c'est une affaire d'entreprise comme une affaire d'éducation. On pourrait imaginer, non pas des entreprises inversées ou renversées, mais tout simplement au départ, une réunion inversée, un comité de direction renversé, 40 directeurs, 40 directrices et un seul collaborateur, un seul ouvrier, un seul technicien. Osez prendre des risques. Le monde de l'éducation et celui de l'entreprise ne sont pas si différents. Le monde de l'éducation est de plus en plus professionnalisant. Celui de l'entreprise est apprenant. Ils ont donc vocation à se croiser, à s'inspirer mutuellement. Donc, pas étonnant que la classe renversée intéresse aussi le monde dit du travail. Alors, demain matin ou la semaine prochaine, chacune d'entre vous, lorsque vous irez travailler, quel que soit l'endroit, PMI, PME, entreprise, institution, association, pourquoi pas l'école, repensez à ce prof un peu bizarre au milieu de ses étudiants et dites-vous, et pourquoi pas moi aussi, un moment, l'espace d'un instant, devenir un peu renversant. Merci.